Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter notre conférencier de la soirée. Notre conférencier de la soirée est impliqué avec la même équipe de baseball que Patrick Scalabrini. D'ailleurs, Patrick en a parlé pendant son allocution. Il est président-directeur général des Capitales de Québec dans la Ligue Can-Am. Il est également propriétaire d'entreprise. Il va nous parler de son cheminement au baseball. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant quelques années à Val-d'Or, c'est un gars natif de la BTB. Et alors que moi, je travaillais là-bas, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises. Un gars fort sympathique, vous allez le découvrir comme moi ce soir. Mesdames et messieurs, Michel Laplante. Alors, bonsoir tout le monde, ça va bien? Yes. Juste ce que je viens d'entendre de Patrick, puis parler un petit peu de ce que Patrick fait, parce qu'il y a beaucoup d'humilité. Quand j'ai rencontré Patrick, il y a à peu près une douzaine d'années, il était joueur, il était TQ, il arrivait des collèges américains, tout vert. Et quelques années plus tard, quand je l'ai amené à Québec, j'ai demandé à Patrick de revenir à Québec et de venir m'assister comme assistant coach. C'est probablement le meilleur choix que j'ai fait de ma vie, de l'inviter, de le convaincre de venir ici à Québec. Ça n'a pas été facile parce que Patrick t'a bien installé quand même aux États-Unis. Et à la fin de la saison 2009, on venait de gagner le championnat. Et je dis à Patrick, je pense que c'est le temps, tu es capable de coacher. Puis il dit, je pense que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas encore prêt. Mais ça fait 4 ans qu'il gagne en ligne. Donc, je pense que Patrick était prêt. Et juste pour vous dire, les 4 victoires de Patrick comme entraîneur, c'est rien à comparer à ce que Patrick fait pour la région. Il s'implique de façon formidable auprès des jeunes. Donc, merci Patrick. Puis je suis fier d'être dans ton coin ici. J'ai assez entendu parler d'histoire de Patrick à Sherbrooke, à Waterville. Donc, je suis content d'être ici aujourd'hui. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est 3 anecdotes que je vais vous raconter. Des anecdotes qui ont été des points tournants pour moi dans ma vie. Qui sont arrivés peut-être un peu plus vieux qu'à l'âge où vous êtes présentement. Des situations de vie que j'ai vécues à l'âge de 19, 20, 21 ans, que ça a apporté un énorme changement. Et je trouve pas ça facile, nécessairement, le bout, les souvenirs que j'ai quand j'avais votre âge. Comme Jocelyn racontait, il était quand même assez chanceux d'avoir une idée de ce qu'il voulait faire. Patrick, c'était un peu plus difficile. Puis moi, c'était difficile dans ces âges-là parce que on vous demande toujours qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Il y a toujours un parent, il y a toujours un ami, il y a toujours quelqu'un dans la classe qui, lui, sait ce qu'il va faire. Moi, je vais être médecin, moi, je sais ce que je veux faire plus tard. Et pour moi, c'était pas cette situation-là. Je trouvais ça, quand on me demandait qu'est-ce que tu vas faire, j'en avais aucune idée. J'avais quand même des bons résultats à l'école. Je voulais que ça continue de bien fonctionner à l'école, mais j'étais pas sûr. Donc, il est arrivé des situations par la suite que je vais vous raconter. Puis juste pour vous resituer un peu, avant ces anecdotes-là, je vais vous dire un peu d'où je viens. Puis après ça, on va comprendre d'où je vais en venir avec tout ça. Donc, moi, je suis natif de l'Abitibi, comme Marc le disait. J'ai grandi dans une ville qui n'existe plus, Joutel, qui est environ à 2 heures au nord de Val-d'Or. Et je suis déménagé à l'âge de 6-7 ans. Je viens d'une famille de 4 enfants, 4 garçons. Je voulais être joueur de hockey, moi aussi. J'étais gardien de but dans la rue, puis à l'aréna, je jouais compétitivement. Mes étés, je les passais à jouer au soccer, à jouer à toutes sortes de choses, à faire du cirque. J'avais une famille de cirque qui faisait du cirque un peu partout au Canada. Donc, j'apprenais à jongler, j'apprenais à faire toutes sortes de choses. On se lançait la balle, mais je ne jouais pas au baseball quand j'étais jeune. Donc, je jouais avec mes frères, je jouais avec mes amis. Et j'ai joué au hockey jusqu'à l'âge de 14 ans. J'avais pas les moyens financiers de continuer. Donc, j'ai arrêté de jouer au hockey à l'âge de 14 ans. J'ai commencé à jouer au tennis l'été pour le fun. On n'avait pas de centre intérieur, donc je jouais au tennis. Ça a quand même bien été. J'ai fait la finale des Jeux du Québec en tennis. J'étais premier favori au Québec pendant un bout de temps. Mais encore une fois, pas nécessairement les moyens de continuer, mais j'enseignais le tennis à cette époque-là. Sauf que ma période de 14 à 17-18 ans, c'est un petit peu sombre, dans le sens que, qu'est-ce que je vais faire? Je me cherchais. J'enseignais au tennis. Est-ce que je voulais devenir un enseignant au tennis? Est-ce que je voulais
Est-ce que je voulais aller en administration? C'était ma première année de cégep qui s'en venait. C'était pas une période où c'était facile. Puis, les gens disaient souvent, puis tu as à peine 17, 18 ans, « Hey, c'est de valeur parce que si tu avais fait du sport, là, je suis sûr que tu aurais pu réussir. » On me disait ça à l'âge de 18 ans, puis on disait que j'avais déjà manqué le bateau. Donc, il se présente une opportunité quand j'ai 18 ans. Un paquet de chums m'ont dit « Pourquoi on ne se part pas une ligue de baseball? » Il y avait du baseball à Val-d'Or, dans des petites ligues jusqu'à l'âge de 15 ans. Mais mes chums me disent « Pourquoi on ne se part pas une ligue de baseball? L'an prochain, ça serait du 18-20 ans. Un paquet de chums, pas nécessairement de tout l'uniforme de baseball, mais on se réunit, on est 3 équipes, et on joue les jeux du soir. » Moi, j'ai dit « Les boys, pas de problème. La priorité, c'est le tennis. J'enseigne. Des fois, je vais faire des tournois. Mais quand je suis libre, je vais jouer au baseball avec vous autres. » Donc, à 18 ans, je commence à jouer un petit peu au baseball. Quelques matchs. On avait joué environ 18-20 matchs cette année-là. Et ce qui restait toujours derrière moi, c'était toujours... La prochaine fois que j'ai une opportunité dans la vie, je vais la saisir. Et cette opportunité-là est arrivée. Le directeur des sports de la ville de Val-d'Or vient me voir, puis il me dit, à la fin du mois d'août, il dit « Écoute, Michel, on te regarde lancer, on te regarde jouer, frapper. Il me semble que tu as un certain potentiel. Ça ne te tente pas d'amener ça un peu plus loin. » Je dis « Pourquoi? » Bien, on appartient un petit peu à la région des Basses-Laurentides. Comme disait Jocelyn, là, Laval, Saint-Eustache. Il dit « Il y a une équipe junior à Saint-Eustache et ils font un camp le 15 septembre d'une journée. Ils invitent les joueurs Midget 3A, les joueurs juniors 2A. Et je pourrais te trouver une place pour que tu sois invité à ce camp d'une journée-là, puis tu pourrais y participer. » Et je m'ai dit, je manque plus ces opportunités-là. Fait que je suis allé, sans connaître vraiment le baseball. Puis là, mes chums, quand ils ont entendu parler de ça, « Hey, tu t'en vas à un camp junior majeur, c'est hot au bout, ça va être le fun. » Fait qu'ils m'ont fourni de l'équipement, puis je suis parti là, cette journée-là. Et quand je suis arrivé, je me suis encore, j'arrive dans le vestiaire, on est à peu près 40 joueurs qui font le camp d'entraînement. Et aujourd'hui, je le sais pourquoi, mais à l'époque, je ne comprenais pas, mais les gens me regardaient un peu en riant. Et le responsable du camp, cette journée-là, me dit « Toi, Michel, tu joues à quelle position? » Ah, j'ai dit « Moi, je peux jouer au deuxième, à la réco au troisième, dans le champ centre, je peux aussi catcher, je vais faire ce que vous voulez. Moi, je joue au baseball avec des chums. » Vous comprenez? Je n'avais pas nécessairement connu plus que ça. Et finalement, pourquoi les gens riaient, c'est que mes chums qui voulaient m'aider m'avaient donné des spikes de soccer parce qu'il y avait trop de suce en dessous. Donc, quand il y en a 12, c'est pas des spikes de baseball, c'était des pantalons de softball, c'était un gant de softball, puis c'était une calotte de pêche. Donc, mes chums aujourd'hui me racontent ça, puis ils disent que ça n'a pas d'allure que j'aille continuer après ça dans le baseball. Mais à la fin de cette journée-là, le responsable à Saint-Eustache me dit « Écoute, c'est où tu jouais? C'était quoi ta position dans le passé? » J'ai dit « J'ai commencé à jouer cette année. » Et puis il me demande, est-ce que tu aimes le baseball? Veux-tu l'apprendre plus que ça? Bien, j'ai dit certainement. Donc, il me dit, pourquoi tu ne déménagerais pas à Saint-Eustache en janvier? Tu pourrais continuer ton cégep, on te trouverait du travail, puis tu t'en viens vivre ici, puis on va avoir des pratiques à partir de février, 2 fois par semaine, puis la saison junior commence en mai. Donc, je reviens chez nous, je fais les 5 heures de route. J'annonce à mon père que je commence à jouer au baseball, à mes amis, à ma blonde, et qu'en janvier, je déménage à Saint-Eustache parce qu'ils vont m'apprendre à jouer au baseball. La réaction a été moyenne. Mais je me disais, sais-tu quoi, je vais suivre ce que mon cœur me dit. Je me disais, pourquoi pas? Puis, je le faisais pas dans le but de performer dans le sport, je le faisais dans le but de découvrir autre chose. Je n'étais jamais sorti de l'Abitibi, j'avais quitté peut-être 3-4 fois. Ça me permettait de faire autre chose. Donc, je suis déménagé cette année-là, en janvier. Trouvé un appartement, trouvé un travail, et j'ai commencé à pratiquer 2 jours par semaine le baseball en gymnase. Tous les rudiments, j'ai appris c'était quoi un court et frappe, c'était quoi le système de relayeur, tout ça, donc le baseball 101. Et quand je suis arrivé au début de la saison, juste pour vous dire comment j'étais perdu, quand je suis arrivé au début de la saison, l'entraîneur... Il est en admiration face aux efforts que je faisais pour apprendre. Il dit, écoute, le junior 2A commence à la mi-mai. La saison junior majeur commence au début mai. On va te mettre sur l'alignement junior majeur, mais on te dit tout de suite, tu ne joueras pas, à moins qu'il arrive quelque chose. Parfait, moi, j'étais super content. Je vais commencer junior 2A, je vais m'améliorer, puis un jour, je vais jouer junior majeur. Donc, je suis sur le banc à chaque match, premier match, deuxième match, troisième match. Et dans le 4e match, on perd 10-1. Et là, on est en 5e manche, puis il dit « Michel, t'embarques dans le champ gauche, prochaine manche. » Fait que mon tour au bâton arrive.
Ça vient très vite, je ne suis pas habitué. La meilleure façon de te protéger, c'est de frapper à la balle. Fait que je frappe la balle, je frappe un double, je cours au deuxième but. Quand j'arrive au deuxième but, je me retourne, puis mes joueurs sont presque à terre tellement ils rient. Parce que le prochain joueur qui s'en vient au bâton ramasse mon bâton. Et c'est un bâton qui avait un clou dedans. C'est un bâton pour la peser, pour s'échauffer avant d'aller frapper. En bois. Donc, suite à ça, mon surnom, c'est La Branche. Fait que c'est pour ça qu'il y en a encore qui m'appellent comme ça. Fait qu'à travers la Ligue, ça a fait le tour. Parce que j'ai frappé avec ce bâton-là, puis j'ai toujours frappé avec un bâton de bois. Mais je suis jamais finalement redescendu junior. J'ai continué à jouer junior majeur. J'ai eu une bonne saison cette année-là. J'ai fini dans les 4-5 premiers frappeurs de la Ligue. Ça allait bien. J'ai eu beaucoup de plaisir. Et la deuxième année, je décide de retourner à Saint-Eustache. Je joue sur mes 20 ans. On dirait aussi que tout ce que j'ai appris fait finalement rentrer un petit peu dans la tête tranquillement. Mais j'ai une saison quand même moyenne où ce qui arrive, mon deuxième événement. OK? Deuxième anecdote. On est juste avant le début des séries, je dirais une semaine avant le début des séries éliminatoires, autour de la fin juillet. Et il y a des joueurs dans mon équipe, 3 joueurs qui reçoivent des lettres qui proviennent des Braves d'Atlanta, qui font un camp depuis une trentaine d'années au Parc La Salle à Montréal, où ils invitent les 50 meilleurs joueurs au Québec. Moi, je ne reçois pas de lettres. Un peu déçu. Je demande au gars à côté de moi, c'est quoi cette lettre-là? Ben, il dit, c'est une lettre pour les Braves. Bon, puis... Fait que voyant que je suis un peu déçu, mon meilleur coéquipier, le receveur, il dit, Michel, ça te tente-tu d'y aller? Je vais y aller avec toi. Ben, je dis, j'aimerais ça. Ben, il dit, garde, il dit, demain, je vais te prendre à ton appartement, puis on va aller à ce camp-là. Il fallait traverser Montréal au complet. Juste pour vous dire, j'ai eu de la misère à me rendre ici aujourd'hui. Fait que ça, imaginez, il y a 20 ans, quand il faut que je traverse Montréal au complet, fait que j'étais bien content que mon chum me récupère. Sauf qu'il m'appelle à 6h30 le lendemain matin, il dit « La job vient de m'appeler, fait que je pourrais pas te ramasser. » Bon, ben je dis « C'est pas grave. » Fait que je raccroche, je me recouche, puis 15 minutes après, je me dis « Ça n'a pas de bon sens, j'ai une opportunité, je suis intimidé, je vais être capable de me rendre, je vais-tu avoir l'air colon? » Non. Je décide d'appeler un chum, envoyer mes directions par fax dans le building en bas. Je vais me rendre à cet endroit-là. Fait que je pars. Et c'est une magnifique journée. Je l'ai encore dans la tête parce que c'est un moment pour moi qui est super important. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Mais je pars, je me perds comme d'habitude. Je suis sur les autoroutes. Je réussis finalement à me rendre à la salle. Je me stationne. Et je me stationne là où il y a le backstop. Donc, il y a l'arrêt derrière. Et j'ai tout mon uniforme. Et quand j'arrive sur le terrain, j'ouvre la clôture, j'arrive derrière où il y a le marbre, et tous les joueurs, les 50 joueurs, sont dans le champ centre, en train de discuter avec les dépisteurs. Ce sont 6 dépisteurs et entraîneurs des Braves d'Atlanta qui les gèrent. Et moi, je fais cette marche-là, en partant du marbre, en m'en allant dans le champ centre. Et là, je vois qu'ils arrêtent de parler, puis ils se retournent. Puis là, ils me disent « What are you doing here? » Je comprends pas l'anglais, fait qu'il y en a qui dit « La Branche, qu'est-ce que tu fais ici? » Ben, je dis « Play baseball. » Puis il dit, t'as-tu une lettre? Je dis non. Fait que là, ils se réunissent ensemble. Puis il me dit, OK, tu vas être le numéro 51. Fait qu'il y en a un qui crie, viens dans la branche, viens t'asseoir, t'es numéro 51. Fait que je m'assois avec eux autres. On fait le camp qui dure 3 heures. Puis je ne sais pas si vous avez déjà participé à ce genre de camp-là. C'est des sprints, on frappe la balle, on fait des matchs, des choses comme ça à la toute fin. On est testé de tous bords, de tous côtés. Et à la fin de la journée, ils réunissent tous les joueurs. Ils les remercient d'avoir participé à ce camp-là. Disent qu'écoute, vous êtes jeune encore, il y a des possibilités qu'il y a toutes sortes de choses qui arrivent, tout le genre de discours que les dépisteurs font après ce genre de camp-là. Puis ils disent, on aimerait garder 3 personnes. Donc Dominique Terrien, qui joue avec les Braves d'Atlanta, Yves Martineau, et ils disent Michel Laplante. Ah ouais? Fait que là, je m'en vais le voir. Il y a un petit traducteur avec eux autres, puis ils disent, tu viens de où? Qu'est-ce que tu fais? On t'a jamais vu ces cartes nulle part. Fait que je raconte un petit peu mon histoire en quelques secondes. Ils disent, on va être bien honnête avec toi, mais si tu n'avais pas 20, 21 ans, on te donnait un contrat aujourd'hui. Wow! Hey, là, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Ils venaient de me donner confiance. Ils venaient de me dire, dans le fond, tu es capable, mais c'est juste que tu es un petit peu en retard. Mais moi, tout ce que j'ai entendu, c'est « Hey, je suis bon.
Je suis reparti, je me suis perdu. C'était même pas grave en me retournant à mon appartement. Mais on a commencé les séries 3 jours plus tard. On avait terminé 7e au classement cette année-là. Ils prenaient les 8 premiers. Et là, on a tout raflé. Je veux dire, moi, j'ai lancé le... C'est drôle pareil comme histoire, puis c'est vrai, là. Je me rends au parc, je suis pas lanceur, et le lanceur partant de notre équipe, le meilleur lanceur de l'équipe, il se plante en scooter dans la journée, il se casse le bras. Quand j'arrive au stade, il me dit « C'est toi qui lance, c'est toi qui as la balle. » fait que j'ai lancé, finalement, j'ai gagné cette série-là. La deuxième série, j'ai lancé le match 1, le match 3, le match 5, le match 7, qu'on a remporté, même affaire en finale. Et finalement, le joueur ordinaire que j'étais, juste parce qu'on m'avait dit que j'étais bon, que j'avais une certaine confiance en moi, ben ça a fait ça comme ça. On a terminé l'année où on a remporté la petite série mondiale au Stade olympique. Moi, j'ai remporté le MVP, puis malgré que j'avais 21 ans, j'allais avoir 21 ans bientôt, l'Académie de baseball du Canada, qui faisait ses débuts, programme sport-études avec Cégep Université à Montréal, n'avait pas le choix nécessairement de me prendre parce que j'avais atteint des chiffres j'ai fait ça. Donc, je me suis rendu à l'Académie, j'ai pu aller à l'université en même temps que j'étais à l'Académie. Et ça m'a amené vers le 3e anecdote. Je suis à l'Académie toute l'automne, l'hiver, et là, on demande... Juste une seconde, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, j'arrive à l'Académie de baseball du Canada. J'ai encore beaucoup de baseball à apprendre. Ça fait quand même seulement 2 ans que je joue. Et arrive l'hiver et la sélection pour l'équipe nationale. 1991, c'est une sélection qui est assez importante parce que c'est en préparation des Jeux olympiques à Barcelone en 92. Donc, c'est l'équipe qui va aller aux Jeux panaméricains cette année-là pour se classer pour les Jeux olympiques l'année suivante. Je suis chanceux, ça va bien au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, on décide de m'envoyer une lettre et je suis sélectionné pour participer au camp d'entraînement de l'équipe canadienne à Windsor. Donc, en juin 91, je pars au camp puis on me dit tout de suite « Michel, tu es invité, mais tu ne feras pas l'équipe parce que tu manques d'expérience, mais ils ont choisi les 40 meilleurs joueurs au Canada, tu vas pouvoir te rendre là, ils vont en choisir 22. » Et tu vas garder ça comme expérience. Peut-être que dans 2 ans, tu vas pouvoir faire l'équipe nationale. Mon camp d'entraînement pendant 10 jours se passe trop bien. Et finalement, on m'annonce que je fais l'équipe comme releveur. Donc, parfait. Je suis le seul francophone sur l'équipe canadienne. Et le lendemain, on part en Hollande, à Rotterdam, dans les championnats du monde, qui sont à peu près 3 semaines avant les Jeux panaméricains à Cuba. Juste pour vous mettre dans le contexte, j'ai encore jamais vraiment voyagé, donc je prends l'avion, je suis texté comme ça se peut pas. On arrive là-bas, c'est un tournoi qui regroupe quand même les meilleures équipes au monde. C'est la première fois que je vais voir cette compétition-là. Donc, les premiers matchs en 8e de finale, on remporte le match. Le Canada n'est pas nécessairement une force, mais on remporte le match en 8e de finale. En quart de finale, la même chose. Et là, on est en demi-finale et on joue contre Cuba, qui est l'équipe numéro 1 au monde. Et on est dans un match où on est supposé se faire battre, mais notre lanceur partant a tout un match. Et on est en 8e manche, c'est 2-2. Et là, l'entraîneur me dit « Michel, let's go, hurry up », dans le bullpen. Écoutez, juste pour vous dire, là, j'avais jamais fait un tournoi local, j'avais fait un tournoi régional, j'avais fait un tournoi provincial, j'avais fait un tournoi national. Et là, on me dit d'embarquer contre Cuba en 9e manche à 2-2, c'est la première fois de ma vie que je lance, tu comprends? Fait que je suis pas capable de me contrôler. Les doigts claquent, les genoux claquent, je suis très, très, très nerveux. Le coach me parle en anglais, je comprends rien. Fait qu'il m'embarque sur le terrain. Et je fais mes 8 lancers d'échauffement, pas capable de me contrôler. Et j'affronte le haut de l'alignement, puis c'est eux qui terminent au bâton. Donc, ma marge de manœuvre est très petite. Fait que qu'est-ce qui arrive? Ben, les 4 premiers lancers, ben, c'est 4 balles. Donc, le premier frappeur se rend au premier but. Le deuxième frappeur, 2 balles consécutives, une prise, une 3e balle,
puis une quatrième balle. Donc, j'ai un coureur au premier, un coureur au 2, pas de retrait, puis c'est eux autres qui finissent au bâton. Le receveur vient me voir et me dit, regarde, il n'y a pas de problème, Michel, pense à rien, là, pense à rien, tu vas être correct, là. Et, ben oui. Deuxième but me dit la même affaire. Tu sais, quand on est lanceur, on voit vraiment, vraiment tout ce qui se passe. Les entraîneurs, les parents, faites attention des fois à ce que vous faites, mais on regarde sur le coin comme ça avec notre calotte, puis on voit tout, puis j'ai l'impression de comprendre la conversation qu'il y a entre le coach et les lanceurs, puis le gérant. Puis ce que je pense qu'ils se disent, même s'ils sont à 100 pieds de moi, c'est « je te l'avais dit qu'il ne fallait pas l'amener ici parce que ce gars-là n'est pas prêt, puis il ne s'est pas lancé. » Puis c'est la discussion qui résonnait jusque dans ma tête où j'avais l'impression d'entendre, parce que je les voyais les deux parler. Je me retourne, il n'y a personne dans le bullpen. Donc, eux autres, ce qu'ils ont décidé, c'est que c'est probablement un bel effort de se rendre contre Cuba jusqu'en 9e manche à égalité. Quand même qu'on perd le match, c'est pas la fin du monde. Fait que c'est ce que j'ai senti. J'affronte le 3e frappeur. Balle, prise, balle, prise, balle, balle. Fait qu'on a les buts remplis, pas de retrait. Ça va pas mieux, mon affaire. Aïe, 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 je vous le dis, je suis encore nerveux, sérieusement, comment j'étais dans la merde un peu, tu sais. Alors là, il s'est passé quelque chose qui est arrivé il y a 22 ans, puis qui continue de me suivre. Je me suis retiré du monticule, et là, j'ai regardé la situation à côté de moi, ça criait, il y avait 400 000 personnes, mais 400 000 personnes, quand tu n'es pas habitué à jouer dans des gros tournois comme ça, c'est beaucoup. Je regardais mes joueurs autour de moi, ma défensive, et depuis que j'étais jeune, je jouais beaucoup de tours à mes chums. Puis ils me disaient toujours, un jour, toi, tu vas être dans le trouble, puis tu vas avoir de t'en sortir. Là, j'ai trouvé que ce moment-là venait d'arriver. Et après ça, c'est arrivé, ce flash-là, là, ça a duré 3-4 secondes, mais dans ma tête, il a duré comme 10 minutes. Je me suis refermé les yeux quelques secondes, puis je me souvenais que quand j'étais petit, je rêvais de marquer le 7e but, le but gagnant du 7e match de la Coupe Stanley. Puis là, je me suis dit, tu es dans cette situation-là et tu tentes de fuir plutôt que d'apprécier ça. J'étais dans ce moment-là, là, il était excitant, puis pourquoi j'avais peur, pourquoi j'étais nerveux. Fait que je suis remonté sur la butte, je suis parti à rire. Les autres ont dû me trouver un peu bizarre. Et j'ai retiré sur 3 prises le 4e frappeur. Et là, je suis un petit peu excité. 4e lancé que je fais, donc je le retire sur 3 lancés. Le 4e lancé que je fais, balle à double jeu. Je m'en sors, pas de point. Je reviens en 10e manche, je donne pas de point. Je reviens en 11e et on remporte le match contre Cuba. Et c'est vrai. Et cette situation-là est toujours avec moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis vous allez vivre des situations comme ça où vous en avez déjà vécu, où vous avez remporté quelque chose, puis ça vous traîne. Et suite à ça, j'ai été repêché à 22 ans par les Pirates de Pittsburgh. J'ai joué aux États-Unis pendant à peu près 10 ans professionnellement. Puis à tous les fois que j'avais des moments nerveux, mon premier match professionnel, les gens me claquent un peu, là, je me dis, c'est-tu pire que les buts remplis, pas de retrait contre Cuba? Et pouf, ça part. J'ai un pote au golf à 25 cents avec des chums. Il est un peu long, un peu difficile, je suis un petit peu nerveux, je pense à ça. Il arrive toutes sortes de situations, je pense à cette situation-là. Et ça me sert encore, aujourd'hui. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ces 3 anecdotes-là, c'est que il faut persévérer, il faut suivre le cœur et les intentions que vous avez. Puis comme disaient Patrick et Jocelyn, c'est toujours de se placer d'une position où il va y avoir plein de possibilités, il va y avoir plein de portes. Vous donnez la chance d'être correct avec les gens, d'être le mieux possible à l'école, de faire les choses avec une certaine rigueur. Puis à un moment donné, les opportunités se présentent. Mais quand ces opportunités-là se présentent, il ne faut pas avoir peur des fois d'aller à contre-courant ou ce que les autres peuvent dire. On vous dit « Ah ouais, tu vas faire ça, t'es-tu sûr? » Si vous le sentez, vous le faites. Moi, quand je suis parti de l'Abitibi, il y a des gens qui m'ont dit « Tu lâches pour t'en aller au baseball? » Après ça, il y a des gens qui ont ri de moi parce que je ne connaissais pas beaucoup le baseball. Puis, il demeure qu'à travers tout ça, bien, ça m'a permis de voyager, d'habiter aux États-Unis pendant 6-7 ans. Je suis allé jouer en Chine pendant 1 an. J'ai fait un petit peu le tour du monde, j'ai appris toutes sortes de choses, puis je ne le regrette pas aujourd'hui.
Puis je souhaite vraiment que dans les prochaines années, vous soyez capable de suivre vos convictions, d'aller là où vous avez vraiment le goût d'aller, puis de vivre des expériences extraordinaires à travers le programme dans lequel vous êtes. Merci. Bonne soirée.